Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter une faille de sécurité qui a été découverte il y a quelques semaines et qui a été baptisée du joli nom de Eiffel. Cette faille de sécurité, en fait, concerne les plugins qui sont Enigmail, GPG4Win et GPG Tools qui permettent donc de chiffrer des emails dans différents logiciels. Donc cela concerne Thunderbird avec Enigmail, Outlook avec GPG4Win, Apple Mail avec GPG Tools, principalement, car il y a d'autres logiciels qui sont également concernés, des logiciels d'email qui ont également ce type de plugin. Donc, la grande majorité de ces plugins de chiffrement sont donc sensibles à cette faille de sécurité. Alors cette faille de sécurité ne permet en aucun cas de compromettre vos clés de chiffrement, mais elle permet en fait de récupérer le message une fois qu'il a été déchiffré afin de l'envoyer à un hacker. Donc cette vidéo va être en trois parties. La première partie, je vais vous montrer de façon schématique comment cela fonctionne. Puis ensuite, je vais vous montrer concrètement quels sont les mécanismes que vous utilisez en fait tous les jours sur Internet et qui permettent d'exploiter cette faille. Et enfin, je vous montrerai comment réduire un petit peu la surface d'attaque de cette faille, car en fait, elle a commencé à être patchée. Il y a déjà des mises à jour qui ont été faites au niveau des logiciels, mais pas intégralement, car il existe des variantes, différentes variantes de cette attaque. Et donc, tout n'a pas encore été corrigé et patché. Donc on va prendre comme exemple Eric qui envoie un message chiffré à Paul et qui utilise donc Thunderbird avec Enigmail pour envoyer son message. Donc le message est chiffré avec Enigmail, envoyé sous forme chiffrée sur le réseau à Paul qui le déchiffre à son tour avec Thunderbird et Enigmail. Alors pour exploiter cette faille de sécurité, un hacker doit intercepter l'email chiffré ou alors modifier le comportement du logiciel Thunderbird ou du plugin Enigmail afin que le message chiffré soit habillé avec un tag HTML. C'est ce que vous voyez ici à l'écran. Le message chiffré est habillé avec un tag IMG qui est en fait un tag se trouvant dans des pages HTML. Il faut savoir en effet que le corps d'un message dans un email peut être de deux formats différents, soit un format texte brut, soit un format HTML. Le HTML qui est en fait l'équivalent du code qui est utilisé pour faire les pages internet que vous visitez tous les jours. Donc il faut savoir que le corps d'un message peut être en HTML. Et c'est là où est le problème. Car en utilisant ce tag IMG, vous allez voir que le hacker va pouvoir récupérer le message une fois qu'il a été déchiffré. Donc Paul reçoit le message chiffré qui est habillé avec ce tag IMG, et ce qui va se passer, c'est que d'abord le message va être déchiffré, puis ensuite le tag IMG va se déclencher et envoyer au hacker le message totalement déchiffré, et ceci sans avoir à utiliser une quelconque clé de déchiffrement ou une quelconque brute force attaque ou je ne sais quoi d'autre. Non, il va recevoir tout simplement le message qui a été déchiffré par Paul. Alors par défaut, tous les logiciels d'email normalement vous avertissent lorsqu'il y a un contenu distant qui se trouve dans le corps du message de votre email. Donc logiquement ici, lorsque Thunderbird va constater qu'il y a un tag IMG, il devrait normalement bloquer ce tag et l'empêcher de se déclencher en vous indiquant qu'il y a du contenu distant. Donc ça, c'est déjà une première protection que vous retrouvez normalement dans tous les logiciels et qui est normalement par défaut si vous n'avez pas changé les paramètres de votre logiciel d'email. Donc du coup, il est préférable que vous vous mettiez d'accord avec vos correspondants pour ne jamais envoyer de messages chiffrés au format HTML, mais de toujours envoyer vos messages chiffrés au format texte brut. De cette façon, si vous voyez que Thunderbird vous indique qu'il y a un contenu distant dans le message, eh bien cela va vous alerter et vous prévenir que quelqu'un a certainement intercepté l'email et y a intégré un tag HTML. Dans tous les cas de figure, utiliser du HTML pour des communications chiffrées, c'est toujours de toute façon une mauvaise idée. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir concrètement comment fonctionne ce mécanisme, car en fait, vous utilisez ce mécanisme tous les jours lorsque vous surfez sur Internet. Donc pour vous montrer le premier mécanisme, je vais utiliser le moteur de recherche Qwant. Donc observez ici l'adresse qui est www.qwant.com et je vais faire une recherche simple sur la page d'accueil et vous allez voir que le lien a changé. Vous voyez qu'il y a toujours le www.qwant.com mais ensuite il y a un point d'interrogation puis la lettre Q égale
Verlaine, qui est donc ma recherche, puis une esperluette, un t égale all. Alors tout ce qu'il y a après le point d'interrogation, en fait, ce sont des paramètres qui sont envoyés au serveur, puis le serveur répond à cette requête qui lui a été envoyée. Maintenant, si je clique ici sur image, vous voyez que la requête a changé. Maintenant, le t n'est plus égal à all, mais égal à image. Si je m'amuse à manuellement changer le lien pour de nouveau taper all, vous voyez que sans avoir cliqué sur la page de Quant, eh bien, le serveur répond à ma requête et fait ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire me montrer tout. Si je tape même, par exemple, shopping, qui est un autre paramètre utilisé par Quant, eh bien, vous voyez qu'il va aller immédiatement sur la page shopping. Donc, ces requêtes vont vers le serveur et le serveur répond à cette requête. Mais vous allez voir que je peux m'amuser ici à rajouter un paramètre. Si je veux envoyer un petit message au serveur de Quant, eh bien, par exemple, je vais envoyer un paramètre message égal, et je vais mettre, par exemple, salut Quant. Je vais valider, et vous voyez que cela ne perturbe aucunement la page, puisqu'en fait, la requête est bien partie vers le serveur, mon message est bien parti vers le serveur de Quant. Il n'a pas su quoi en faire de ma requête, de mon message salut Quant, mais il a répondu aux autres paramètres qu'il comprend. Mais vous voyez que j'ai réussi à envoyer un paramètre tout à fait inconnu à Quant, j'ai réussi à lui envoyer sans aucun problème. Donc voilà comment ça fonctionne, et voilà en fait un mécanisme que vous utilisez tous les jours sans vraiment vous en rendre compte. Tout ce qu'il y a après le point d'interrogation sont en fait des paramètres qui sont envoyés au serveur. Maintenant, pour vous expliquer le deuxième mécanisme, je vais utiliser le site internet de la Quadrature du Net et je vais en profiter pour ouvrir une petite parenthèse. Si vous ne connaissez pas la Quadrature du Net, c'est une association qui défend vos libertés sur Internet et votre vie privée et qui fait un travail formidable dans ce domaine, aussi bien en France qu'en Europe. Donc je vous invite à aller visiter leur site laquadrature.net et de leur faire un petit don pour les aider financièrement si vous le pouvez, ou un gros don si vous en avez les moyens, bien sûr. Je pense qu'ils vous en seront très reconnaissants car ils font vraiment un boulot formidable et c'est une association qui mérite d'être connue et reconnue. Voilà, je ferme la parenthèse. Et nous allons prendre en fait un petit morceau de ce site qui se trouve ici, cette image qui est ici en bas à droite avec marqué « Soutenez la Quadrature du Net ». Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un simple clic droit sur cette image et je vais dire « Copier l'adresse de l'image ». Ensuite, eh bien, je vais simplement aller dans mon dossier document et je vais créer un nouveau document HTML. Que je vais appeler test.htm et je vais l'éditer. Donc là, nous avons une page HTML, tout ce qu'il y a de plus basique. Vraiment, on ne peut pas faire plus basique que ça. Donc ça commence toujours par un tag HTML et ça finit par un tag HTML. Alors on va enlever cette partie head ici dont on n'a pas besoin pour cet exemple. Et puis, on va juste garder la partie body et je vais y rajouter ce fameux tag IMG que vous avez vu tout à l'heure. Et je vais y coller, en fait, le lien que je viens de récupérer sur la page de la Quadrature et qui représente cette image. Et je vais fermer mon tag. Je vais enregistrer le tout. Et je vais cliquer sur mon fichier HTML qui va s'ouvrir dans mon navigateur. Alors la première chose que l'on peut remarquer, c'est que je n'ai plus ici comme lien http, // etc. Pas du tout. J'ai en fait le chemin qui mène à mon fichier sur mon ordinateur local. Mais par contre, comme il y a un tag IMG qui fait une requête au serveur de la Quadrature, eh bien, l'image qui se trouvait sur le site de la Quadrature a été ramenée sur ma machine et affichée sur la page que vous voyez ici. Maintenant, je peux m'amuser à rajouter un paramètre. Par exemple, je peux remettre ici un point d'interrogation, et puis mettre message, et puis mettre salut la Quadrature, par exemple. Et vous voyez que cela ne perturbe aucunement la page, le message a bien été envoyé ici, mais pas au serveur de la Quadrature. Le message ici a simplement été envoyé localement à ma page test.htm qui est absolument incapable de traiter ce message. Alors on va s'amuser un petit peu plus, je vais reprendre en fait mon fichier HTML.
Et cette fois-ci, je vais rajouter ici, au bout de l'image, eh bien, un paramètre. Je vais mettre un point d'interrogation. Je vais faire message égale salut la quadrature. Et je vais enregistrer le tout. Et vous allez voir que quand je vais déclencher ma page HTML, eh bien, le fait que j'ai rajouté derrière un paramètre n'a aucunement perturbé le fonctionnement de cette page HTML, et qu'ici, le message a bien été envoyé au serveur de la quadrature. Bien sûr, le serveur, ici encore, n'a pas su quoi en faire, mais le message a bien parti. Donc, imaginez si c'était le message déchiffré de Paul que l'on a vu tout à l'heure. Et vous voyez que c'est parfaitement invisible, puisque sur la page, on ne voit nulle part ce message. Vous voyez également qu'au bout de test HTML, il n'y a pas de paramètre qui s'affiche, il n'y a strictement rien, c'est totalement invisible. Par contre, si je fais un clic droit sur la page et que je fais code source de la page, vous voyez bien qu'il y a bien l'image qui est ici et qu'il y a bien mon message qui est au bout et qui a été envoyé. Alors ce mécanisme est très souvent utilisé par des sites internet, souvent couplé à du JavaScript pour vous traquer, pour pouvoir envoyer des tas d'autres paramètres qui permettent par exemple de savoir beaucoup de choses sur ce que vous avez fait sur un site, quand vous êtes passé, etc. etc. C'est utilisé par exemple dans les emails pour savoir si vous les avez lus. Donc ce sont des choses qui permettent en fait plus ou moins de vous espionner, tous ces mécanismes-là. C'est pour cela que maintenant, dans les logiciels d'email, il y a nécessairement une alerte qui vous dit attention, il y a du contenu distant. Car souvent, tout cela se fait de façon invisible, aussi bien sur les sites internet que dans vos emails. Bien maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est comment réduire un petit peu la surface d'attaque de cette faille. Alors on va ouvrir Thunderbird. Et le premier conseil qui est donné, en fait, c'est de désinstaller purement et simplement le plugin Enigmail ou les autres plugins si vous utilisez celui d'Outlook ou d'Apple Mail. Car, en effet, tout n'est pas encore corrigé, tout n'est pas patché à ce jour, et donc la vulnérabilité est bien là, car il y a beaucoup, en fait, de variantes de cette attaque. Alors la version 52.8 de Thunderbird corrige en fait l'attaque, la variante que je viens de vous présenter ici, mais ne corrige pas encore les autres. Donc on attend une prochaine version qui devrait sortir bientôt, qui devrait corriger les autres variantes. Mais si vous souhaitez tout de même continuer d'utiliser Enigmail sur Thunderbird, je vais vous montrer ici comment limiter un peu les dégâts. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous allez dans Paramètres ici, et que vous allez dans Sécurité OpenPGP, vous avez le choix soit d'utiliser le protocole SMIM, soit Enigmail OpenPGP. Moi, je vous conseille de toujours choisir Enigmail OpenPGP. Ensuite, si vous allez dans Préférences et dans Vie privée, vous devez vous assurer que autoriser le contenu distant dans les messages ne soit pas coché. Ne cochez jamais cette case. Sinon, vous n'aurez jamais le petit message d'avertissement qui vous dit qu'il y a du contenu distant dans vos emails. Donc vérifiez bien ça. Enfin, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Affichage, puis dans Corps du message, et mettez en texte seul. Cela va éviter au navigateur qui est en fait intégré dans Enigmail d'interpréter les messages qui sont au format HTML. Donc vous allez voir le code HTML en fait s'afficher sous une forme brute et il ne sera pas du tout interprété, ce qui va donc éviter tout déclenchement de tag. Voilà donc les petits conseils qui vont vous permettre de réduire la surface d'attaque. Néanmoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le meilleur conseil est encore de désinstaller pour le moment les plugins en attendant que tout soit corrigé et patché et que l'on puisse de nouveau les utiliser sans risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre tous ces mécanismes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.